Salut la monarchie, on est aujourd'hui avec le monarque. Eh bien bonjour Jerry, merci pour l'invitation. Aujourd'hui on va parler de cartes sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Il va y avoir des cartes qu'on joue plus, des cartes qu'on trouve juste mauvaises. Si vous voulez acheter les cartes que moi je trouve vraiment bonnes, mais que le monarque il trouve un peu... j'invite à les acheter via mon sponsor Rémi Card Trader. La première carte dont on va parler, ça me fait un peu mal d'en parler là tout de suite, parce que pour l'anecdote, c'est, je crois, la première carte que j'ai présentée sur ma chaîne. La première carte de cette liste, ça va être la réappropriation de Sévine. La réappropriation de Sévine, c'est un bon petit sort, capable de t'apporter un peu de récursion, sort aussi un peu modulable. Tu sais, tu peux aller chercher, pas forcément une créature, tu peux aussi aller chercher des terrains, des fois ça peut te sortir de situations compliquées. Mais, tu vois, moi je me suis rendu compte que c'est un sort que je ne joue plus. Et ce qui est marrant, c'est que il y a 1 an, 2 ans, c'était littéralement un sort qui était dans tous mes decks blancs, je pense. Et aujourd'hui, c'est un sort qui est littéralement dans 0 de mes decks blancs. Pourquoi est-ce que je l'aime pas ? Je pense que c'est avant tout un changement au niveau de ma manière de construire les decks qui est survenu. Dans le sens où je pense juste préférer des sorts qui vont m'apporter de la protection plutôt que des sorts qui vont m'apporter un peu de récursion, un peu conditionnelle pendant la partie. Qu'est-ce que t'en penses, ça ? Ben, moi, tu sais, on en avait parlé hors caméra, mais effectivement, on construit de manière très différente au sens où toi, tu vas mettre beaucoup de sorts de protection dans tes decks pour empêcher les board wipes. Puis moi, au contraire, je vais jouer plus de récursion ou de manière de rebuild mon board pour, justement, revenir d'une vague d'un board wipe. Puis là, puis avoir un second souffle. Tu sais, des fois, tu as besoin de ramper, ben, tu vas te ramener une créature qui va te ramper. Des fois, tu as juste une créature utilitaire, tu vas la ramener de ton cimetière. Comme tu l'as dit aussi, tu peux ramener des terrains. Moi, c'est juste que je l'ai vu vraiment me sortir de moments où est-ce que j'étais comme dans une espèce de choke point. J'avais comme putain de value. Je top deck un Seven's Reclamation et mon graveyard est bien garni. Puis là, je fouille dans mon cimetière. Puis je vais même pouvoir le relancer 2 fois parce que je vais pouvoir le lancer une première fois. Puis le regasser de mon cimetière. Puis ramener au total 3 choses. Dès que tu as des manières de looter dans ton deck, donc de piger puis défausser, dès que tu as des manières de te miller ou que tu te fais mille puis qui tombent dans ton cimetière par hasard, moi je trouve ça vraiment juteux que tu aies l'option de pouvoir le lancer puis qu'il y a une copie qui se fasse quand tu le lances. Fait que tu vas avoir 2 fois l'effet du sort. Tu sais, je sais que tu es un fanatique de Sun Titan, puis je comprends pas pourquoi est-ce que t'aimes pas la version à 3 mana qui en plus va pouvoir être relancée une 2e fois pour faire 2 fois l'effet avant même que tu aies pu toucher à ton Sun Titan. Sun Titan, c'est une créature. Voilà, t'as ta réponse. Ah, non, mais la version sort est super bonne aussi. Puis, Non. autre mini point pour vous accrocher, les gens qui veulent voter pour voir qui avait raison, je niaise. Si jamais sans blague, ça vous tente de voter, je vais laisser en description un message à copier-coller dans les commentaires. Vous aurez juste à écrire à côté de chaque carte qui vous trouvez du monarque ou de moi avait le plus raison. Mais c'est que le sort, quand tu le casses de ton cimetière, il va faire une copie. C'est pas qu'il cible c'est pas que le sort va cibler 2 trucs à cette heure, c'est juste vraiment qu'il y a une copie. Fait que si tu sais que quelqu'un a de l'interaction sur le stack, un contre-sort, tu peux viser le même truc 2 fois pour être sûr que ça revienne en jeu, mettons que dans une situation où tu veux vraiment ramener quelque chose. Fait que moi je trouve ça quand même chouette. C'est une chouette carte. Je te rejoins totalement dans le fait de plutôt privilégier l'inclusion de cette carte dans des stratégies qui vont smeler ou faire tomber des trucs au cimetière vraiment en masse. Parce que si t'as ta réclamation qui tombe au cimetière, en vrai, t'es limite content en fait. Comme je disais, vraiment moi mon argument principal c'est que pour 3 mana, j'ai plutôt souvent privilégié des trucs déjà qui coûtent généralement moins cher, donc des petits sorts que je vais caster à 1 ou 2, du style, je sais pas, éphéméré pour protéger une bête et hop, la blinker, ou je sais pas, des contre-sorts. D'ailleurs, en parlant de contre-sorts, on va y venir, mais j'ai plutôt privilégié, ou des trucs qui vont donner l'indestructible à tout ton board, tu sais, Boros Charm, ou Boromir, tu sais, des trucs peut-être un peu plus protégeants, plutôt que quelque chose où on se dit au cas où je vais réanimer un truc, quoi. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça, je pense que c'est juste dans l'idéologie de construction des decks qui est différente. Sur le fond, on est d'accord. Pour le coup, c'est pas que c'est une mauvaise carte, c'est juste une carte que personnellement, j'arrive plus à inclure dans mes decks. Voilà. On passerait à la seconde carte, une carte que moi j'ai eu dans ta liste et tout, puis que même moi j'ai essayé un peu, et que finalement, je pense dans mon style de jeu, toi tu parlais du tien, moi du mien, c'est Tibalt Trickery.
Donc, qui te permet de contrer un sort, et là, après ça, ça va donner un sort random du top du deck à quelqu'un. Je suis pas un fanatique des interactions qui sont pas bleues, qui vont être sur le stack, parce que je trouve qu'ils sont souvent comme très limités ou très comme... Ça veut soit être limité dans ce que tu peux contrer ou dans ce que tu peux interagir, ou bien la carte est juste souvent moins bonne. Comme tu sais, mettons, t'as le counterspell à 3 en blanc qui remet la carte sur le dessus de la librairie, le counterspell à 2 en blanc qui remet dans la main et tout ça. Puis moi, je vais pas runner ces cartes-là. Puis Tubal Trickery, oui, c'est un hard counterspell qui va vraiment contrer le sort que tu cibles, qui va pas le remettre dans la main ou donner une deuxième vie à ce sort-là. Toutefois, t'as l'aspect de donner un sort random à l'autre personne. Puis j'aime beaucoup les effets de Chaos Warp parce que souvent, dans 50% des cas et plus, ça va donner un terrain à l'autre ou un mana rock ou quelque chose de pas super important. Mais là, il y a vraiment l'option que, genre, ça donne de quoi d'impactant à l'autre personne. Puis, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis plus quelqu'un qui va reconstruire après les board wipes ou essayer de faire du card advantage ou de builder un engine plutôt que d'essayer de protéger nécessairement mes cartes avec ça. Puis, au-delà des decks mono rouges, je vois pas dans quel genre de deck ça pourrait vraiment rentrer, mettons, comme interaction, là. Pour répondre à ce que tu viens de dire, dans quel genre de deck rentrer ce genre de carte, en fait, moi, j'ai énormément de decks qui vont prendre le board et ils ne veulent plus le lâcher. Delina, c'est un bon exemple. Tu parlais de deck mono rouge. Ouais. J'ai aussi mon deck Kaysar qui vraiment veut investir le board de créatures. À partir du moment où tu te prends une Vrasse avec ce style de deck, t'es dans l'espace. Et repartir, c'est très dur. Parce que le mono rouge est une couleur qui a assez peu de récursion efficace. Et pour le coup, mon deck Kaysar, pareil, il y a très très peu de récursion, mais c'est plus un choix de deck building pour le coup. T'as des decks qui vraiment n'en ont rien à faire de jouer un contre rouge. Pareil, tu joues un deck sacrifice ou un deck qui a des synergies cimetière, qui est capable de repartir. Là, tu t'en fous de jouer ça. Tu vas plutôt jouer de la réanimation. Tu vas même privilégier réclamation de Sévine, typiquement. Là-dessus, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a des decks qui veulent vraiment pas perdre le board. Ils veulent stick leurs créatures et ne plus les voir quitter le champ de bataille. Et dans ces cas-là, la tromperie a clairement sa place. Ensuite, je parlais de ce côté risqué. Je suis d'accord, mais là, on touche peut-être plus à comment est-ce que tu utilises tes contre-sorts en tant que joueur. Et personnellement, moi, mon contre, je le garde, jusqu'à ce qu'il m'arrive une catastrophe, tu vois. Ouais. Même affaire. Voilà, tu vois. Donc en fait, si un mec joue un gros truc, je vais pas lui contrer. Si par contre un joueur essaye de me raser la table ou est sur le point de gagner avec un sort de zinzin, eh ben je me dis, ok, remplace-le ton sort. Parce que ce que tu vas choper avec la tromperie sur l'antiballe, ce sera dans tous les cas moins impactant. Ouais. C'est juste, je pense aussi que... Tu sais, mettons, là, tout c'est dans ton deck Delina puis ton deck César, mais dans Delina, moi, je vais privilégier... Le problème, c'est qu'avec la couleur, avec ces couleurs-là, je trouve que la manière de se protéger... Vu que c'est un deck qui va vraiment essayer de... qui a vraiment beaucoup de gros trucs que tu veux mettre en jeu, puis que souvent, tu veux essayer de curver plein de créatures. Mettons, tu joues Delina, là, tu vas jouer des créatures après ça. Je trouve ça difficile des fois de me garder 2 manas ouverts pour de l'interaction, puis que souvent ce mana-là va me servir à rien après ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éphémères dans mon deck. Donc je pourrais pas justement essayer de, mettons, comme un deck bleu qui se garderait un contre-sort ouvert, puis que là, si personne casse de quoi qui board wipe, ben là, je peux, mettons, faire un page 2 à la fin du tour de la personne juste avant moi, ou jouer un bounce spell ou quelque chose. Là, ici, en mono rouge, j'ai comme pas tant d'interactions qui vont pouvoir être remplacées, mais qui vont pouvoir être jouées à la place du contresort s'il n'y a pas eu de board wipe. Fait que je perds comme tout le temps 2 mana. Et aussi, il y a des cartes qui vont remplacer ça dans mon deck, comme mettons Commander's Plate, qui va octroyer à la fois de la protection à Delina sur les removals, qui la ciblerait elle, et aussi qui va lui octroyer de la protection, chose qui est super importante dans Delina. Ouais, puis l'aider à passer aussi, quoi. Ouais, exactement. Tu sais, mettons les Lightning Greaves, les Swiftfoot Boots, ce genre de cartes-là qui vont protéger Delina, non pas des board wipes, mais des sorts de gestion. Je comprends qu'effectivement, perdre ton board que tu as construit, c'est dommage et tout, mais c'est plus sur l'aspect que dans l'identité mono rouge, t'auras pas tant de trucs à faire pendant le tour des autres, fait que souvent tu vas perdre ce mana-là à pouvoir rien faire, à moins que ton commander t'octroie quelque chose. Mettons, il te donne une petite activité d'ability ou quelque chose, mais là, c'est pas le cas dans Delina, fait que moi, c'est ça que j'aimais moins de la tromperie. Je pense que t'as plus l'esprit mono rouge que moi.
En fait, on est 2 joueurs mono rouge, mais toi, t'as le vrai esprit mono rouge. Moi, je sais pas, j'ai un petit côté bleu qui me trotte dans la tête et qui me dit oh, fais attention, tu sais jamais, on sait jamais, tu vois. Je suis un joueur de mono rouge responsable en fait. Ouais, non, moi je suis. Ça y va ou ça y va pas. Puis, ça m'est arrivé récemment justement de me faire détruire des Lina, mais comme. Même avec ma tromperie, j'aurais pas pu vraiment la jouer parce que il a fallu que je curve des Lina puis d'autres affaires pour la rendre imbloquable ou quoi que ce soit. Fait que ça me permettait pas tant de me garder le mana ouvert pour la tromperie. Puis justement, s'il y a personne qui joue rien, ben ma tromperie elle reste dans ma main. Oui, c'est cool, mais j'ai perdu du mana. Fait que... Puis on dit tout le temps d'essayer de dépenser le plus de mana par tour. Puis c'est ça qui va te faire gagner la partie. Fait que c'est ça que j'aime moins. J'interromps la vidéo un petit 2 minutes juste pour vous remercier pour les 2000 abonnés. Pour vrai, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur puis plaisir de voir que vous soutenez la chaîne. Continuez à m'écrire des beaux messages. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, allez écrire un petit commentaire qui fait plaisir à lire parce que pour vrai, vous faites vraiment plaisir à lire. Puis si jamais vous voulez voir d'autres collabs, parce que là, ces temps-ci, j'essaye de mettre beaucoup de temps là-dedans dans des collaborations avec d'autres créateurs de contenu, allez, s'il vous plaît, likez la vidéo. Abonnez-vous si vous venez d'une autre chaîne que de la mienne. Puis parlez-en même de la chaîne. On va essayer de faire le plus de collabs possible avec le plus de créateurs de contenu. Je vous aime beaucoup. Gros bisous. La prochaine, encore une fois, c'est en soi une carte que j'aime bien, tu vois, j'ai rien contre, mais pendant très longtemps, c'est une carte que je retirais activement de mes decks, c'est l'horloge de minuit, vraiment une bonne carte de commandeur. J'ai limite du sang sur les mains que de parler de cette carte négativement, parce que c'est une chouette carte hein, qui t'offre de la rampe, et qui, après 3 tours de table complets, te rafraîchit ta main en fait. Tu pioches 7 nouvelles cartes, c'est trop bien. Le problème, je pense que encore une fois, ça vient de moi et de la manière dont j'ai construit mes decks, c'est que très souvent dans mes decks, il va y avoir des synergies cimetières. Et il faut surtout pas oublier que l'horloge de minuit, eh ben, quand elle rafraîchit ta main, eh ben, elle mélange ton cimetière à ta bibliothèque. Il s'avère que moi, à chaque fois que je montais un deck, l'horloge aurait pu rentrer hyper bien dedans, et en fait, eh ben non, j'utilise mon cimetière d'une manière ou d'une autre. J'ai l'exemple récent de mon deck Galazette, qui jouait beaucoup de cartes avec la fouille, beaucoup de cartes avec le flashback, et surtout jouait une maîtrise de Mizzix. Dans ces cas-là, je peux pas, tu vois, je peux pas me permettre de jouer cette carte. J'ai d'autres exemples, je sais pas, j'ai un Azorius avec Sun Titan, justement, bah voilà, j'ai pas envie de gâcher mes munitions qui peuvent être présentes au cimetière. Voilà, c'est pas vraiment que j'aime pas la carte, mais avec je pense ma manière de builder mes decks bleus récemment, bah, c'est une carte que j'arrive pas à inclure en fait. Tous les decks ont souvent une forme de récursion de leur cimetière, peu importe la couleur, peu importe l'identité. Genre, je suis d'accord que ça va être difficile de rentrer l'horloge. Il y a pas beaucoup de mana rock à 3 mana que j'apprécie, puis ça, les gens le savent. Mais l'horloge, ça rentre dans les quelques mana rock à 3 mana que j'apprécie bien. Puis je suis 100% de ton avis que dès que t'as des synergies cimetières, dès que t'en as quelques-unes, je suis vraiment moins chaud pour l'horloge parce qu'effectivement, ça vient tout balayer ton cimetière. Puis récemment, dans une vidéo avec Yoons, justement, il jouait l'horloge dans son deck Gandalf. Puis moi, je lui avais dit de la couper parce que je voyais justement une Mizzix Mastery. Il y avait d'autres synergies justement de flashback du cimetière et tout. Puis je disais, ben écoute, moi, selon moi, tu perds beaucoup de synergie à jouer ça. Puis je comprends que ça refill ta main, mais dans ces couleurs-là, t'auras pas de misère à le faire. Mais je pense que honnêtement, l'horloge de minuit, justement, c'est un des meilleurs mana rock à 3 mana du format. Dès que t'as pas de synergie de cimetière, pour moi, c'est comme quasiment un staple. Dans le format, c'est sûr, si tu joues du vert, ça descend beaucoup dans mon estime. Mais dès que t'es un deck non vert pis qu'il n'y a pas de synergie de cimetière, l'horloge de minuit, c'est comme une des premières cartes que j'ajoute. C'est ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette vidéo, on l'avait préparée il y a un moment, et l'horloge de minuit était dans littéralement aucun de mes decks. Depuis, j'ai fait un Xanatar, commandant à 6. Du coup, j'ai bombardé le deck de Mana Rock. Il y a enfin pas de... T'as dit quoi? Elle est dedans, finalement? Ouais, elle est dedans, ouais. Parce que, bah, en fait, j'ai pas de synergie cimetière du tout. En fait, j'ai même pas de synergie dans ce deck. Mais, j'ai synergie cailloux. Voilà, je veux jouer plein de cailloux. Et voilà, l'horloge, il y a sa place, et elle y a sa place bien au chaud, pour le coup. Vu que les deux, on construit un peu de la... Ben, on construit de manière différente, mais je veux dire, on a le même playstyle, mettons, en Commander, où genre, je veux dire, on apprécie souvent les mêmes cartes qui sont à peu près de la même vitesse et tout, fait que nos opinions sont assez similaires, fait que si vous trouvez à date qu'on on s'énerve pas assez puis qu'on s'obstine pas assez, c'est juste parce qu'on est pas mal
on est pas mal sur la même lignée par rapport aux cartes et tout. Là, tu sais, mettons le Midnight Clock, les deux on était à peu près du même avis. C'est juste que toi, tu la joues pas vraiment, puis moi je la joue un petit peu plus ou que je vais plus l'apprécier, mais au final, on reste à peu près du même avis. Pour l'instant. Ah, pour le. Ok. Oui, effectivement, pour l'instant. Parce que là, justement, les cartes qu'on va passer, là, c'est une synergie. C'est pas une synergie, mais c'est une catégorie un peu plus. Vaste. Ouais. Vague, Ouais. disons. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fouillant tes decks, je suis tombé sur des cartes qui vont jouer le rôle de détruire les cimetières adverses. Donc, ils vont vraiment exiler les cimetières adverses puis jouer comme en Silver Bullet dans ton deck contre les decks de cimetières. Puis qui vont t'octroyer en même temps une mini synergie avec le deck que tu joues. Donc, par exemple, Cemetery Desecrator dans ton deck Giza de zombie. Ou Callous Blood Mage, je pense que tu le joues dans ton deck Blood Avatar si je ne m'abuse. Ouais, je le jouais et je trouvais que c'était un bel élément. Le Callous Blood Mage t'offre beaucoup de versatilité, au sens où, soit c'est un 3 mana, il te pioche un, il se recycle, soit c'est 3 mana, il t'octroie un body, ou soit c'est un 3 mana, il exile le cimetière de quelqu'un d'autre. Ce que j'aime pas avec ça, c'est que de 1, tu joues dans des couleurs hyper faciles pour exiler du cimetière, fait que souvent, le coût d'opportunité de tes cartes que tu peux avoir dans ton deck sont assez bas. Parce que tu peux jouer Bojuka-Bog dans ton deck, dans un terrain. Et tu peux jouer également le nouveau Boggart Trawler, qui est un MDFC de MH3, qui va avoir un effet très similaire, qui va être un Callous Blood Mage, mais qui va avoir l'option d'être aussi un terrain. Coût d'opportunité que je trouve encore plus bas que justement le Callous Blood Mage en question. Fait que déjà là, dans tes terrains, tu as déjà deux options pour éliminer le cimetière adverse. Si tu joues toi-même pas avec ton cimetière, tu peux jouer Scavenger Grounds aussi, une carte d'Amonkhet vraiment sympathique. Puis, on dirait que moi, je m'arrête tout le temps au fait que tu joues une carte qui est vraiment moins bonne que d'autres cartes. Donc, mettons, pour ce coup, genre, mettons, si tu veux te créer des tokens, tu veux te créer du board pour ton deck qui veut sacrifier, tu vas avoir des cartes qui vont être infiniment meilleures que ça. Si tu veux piocher des cartes, tu vas avoir des cartes qui vont être infiniment meilleures que ça. Puis si tu veux exiler le cimetière de quelqu'un, ben là, c'est là que peut-être ça peut être intéressant d'avoir les autres options sur ta carte. Mais en même temps, comme j'ai dit, en noir, t'as 2 terrains, voire 3 qui peuvent avoir cette option-là. Bah, c'est un point intéressant parce que en fait là, on parle globalement de cartes que j'inclus dans mes decks qui sont clairement des cartes moyennes. Et je vais même te dire, il y en a une autre de carte moyenne que t'as peut-être pas... je pense que tu as oublié d'en parler, c'est Timaret, qui est vraiment une mauvaise carte. Voilà, Timaret, je la joue dans un deck enchantement. C'est une mauvaise carte, j'ai aucun problème à l'avouer. Pourquoi est-ce que je joue des mauvaises cartes dans mon deck ? C'est une bonne question, ça. Pourquoi est-ce que je joue des mauvaises cartes ? Premièrement, tu parlais des terrains tout à l'heure. Je trouve que avoir juste l'option d'exiler un cimetière sur ta decklist présente que sur 1 ou 2 terrains, je trouve que c'est pas assez. Personnellement, j'essaie de toujours viser un terrain plus 1 ou 2 cartes anti-cimetière dans mes decks. Ce qui m'oblige du coup à jouer des sorts, comme on dit, relativement moyens, voire mauvais. À la base, ce choix de vouloir jouer beaucoup d'anti-cimetière, c'est motivé par mon groupe de jeu. C'est quelque chose de très personnel. J'ai un ami que j'embrasse, qui est un expert du jeu réanimation. Je trouve que vraiment la réanimation, les jeux réanimation, c'est peut-être les decks les plus stables, les plus difficiles à contrecarrer quand tu joues contre. Genre un deck réanimation qui commence à rouler, à part en lui exilant son cimetière, bah c'est tellement dur de revenir contre lui. Genre tu lui rases son board, il s'en fout, ça va revenir. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de contrecarrer ce genre de plan de jeu, c'est de jouer des cartes moins fortes, qui essayent de synergiser quand même avec ce que j'essaie de faire, tout en m'offrant un petit peu de solutions anti-cimetière. Et puis, avec le temps et avec l'expérience, je trouve que ces cartes, elles sont pas simplement des silver bullets contre les decks réanimation, elles sont aussi des cartes qui sont activement bonnes contre quasiment tout type de deck, parce que comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, tous les decks jouent plus ou moins avec leur cimetière. Ça va être très rare de jouer contre un deck qui a 0 récursion, tu vois. Donc, en fait, c'est des cartes qui peuvent avoir un impact au-delà de leur côté. C'est un peu des cartes de sideboard contre un deck réanimation. Et en fait, tu te rends compte
que c'est des cartes qui peuvent être activement utiles, je trouve. Quand je voyais Timaret dans ta liste, je me suis dit, oh mon dieu, on est tellement deep dans le je veux exiler des cimetières, puis avoir un semblant de synergie, puis je dis semblant, puis au final, il y a une synergie parce que c'est un enchantement, c'est un deck enchantress. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que je me rends juste pas à ce point-là, tu sais. Je pense qu'on peut synthétiser le truc par voilà, à quel point t'es prêt à jouer des cartes mauvaises / moyennes dans ton deck. Moi, je pense que je le suis. Ouais. Toi, ouais, à raison, sûrement, hein, mais peut-être encore une fois, je pense que c'est ce côté conservateur que j'ai, tu vois. Genre, j'ai envie de me dire, si je joue contre un deck cimetière, eh ben voilà, j'aurai ma réponse, j'aurai mon truc, tu vois. Alors que ça se trouve, ça va arriver juste une fois sur 10 et le reste du temps, il aurait mieux fallu que je joue une grosse bébite et voilà quoi, tu vois. On va passer à un truc, là ça va te chatouiller un petit peu, mon ami. Excité. C'est pas une carte en particulier dont on va parler là, c'est un type de carte, littéralement. Ce sont les batailles. Design de cartes sorti il y a une grosse année. Et en fait, moi, c'est un type de carte que j'aime pas, tout simplement. Pourquoi je l'aime pas ? Je trouve que ce sont des cartes... Je vais pas prendre d'exemple en particulier. Parce que je trouve que ça peut être utilisé pour quasiment chacune d'entre elles. Ce sont des cartes qui sont mignonnes. L'effet en arrivant en jeu est mignon. L'effet quand tu flippes la bataille est mignon. Mais il y a aucune bataille, lorsque je les lis et quand je regarde mes decks, où je me dis « Ah ouais, cette bataille, il me la faut, quoi. » Genre, c'est difficile à expliquer, parce qu'en plus, c'est un type de carte que je vois assez rarement, donc mon avis est peut-être pas non plus le plus pertinent, mais genre, c'est des cartes qui me font pas rêver, déjà, de par leurs effets. Ensuite, il y a aussi le design de la carte, qui fait que, je pense... J'ai du mal à les intégrer mentalement déjà dans le deck. J'ai du mal à m'imaginer les jouer parce que c'est des cartes que tu dois donc poser et ensuite il faut attaquer dedans pour les flips. Je pense que attaquer dedans c'est pas non plus difficile si t'as des créatures qui volent ou s'il y a un adversaire qui a pas beaucoup de bloqueurs. Tu peux même jouer politique et lui dire vas-y me bloque pas comme ça je flippe ma battle et on devient amis, tu vois. Je suis d'accord. Je pense que c'est pas inatteignable. Mais je pense aussi que moi j'ai un style de jeu où j'aime attaquer les joueurs. J'aime en mettre plein la figure aux joueurs. Et ce total de points de vie, il faut qu'il baisse, tu vois. J'adore l'aspect, comme tu l'as dit, où est-ce que tu poses ça, pis ça te donne une espèce de mini-quest à faire de genre, faut que je réussisse à trouver des attaquants pour aller détruire ma bataille puis pouvoir la récupérer. Puis mon premier argument, c'est l'aspect que, oui, tu peux te dire, je pose ma bataille puis l'effet est un peu... peut-être décevant pour le coup de mana que j'ai dépensé, ou en tout cas, il est un peu, mettons, moyen. Mais c'est que dès que tu réussis à connecter puis à récupérer ta bataille, le coup de mana que tu as dépensé pour ta carte, c'est abusé. Là. Mettons, j'ai parlé dans une vidéo au début de ma chaîne d'Invasion of Segovia, que c'était littéralement une des meilleures cartes, je pense, dans un de mes decks. Plaster est dans 2 de mes decks. Tu sais, elle va te créer 2 Kraken quand 40, puis de l'autre côté, t'as Kaetus qui est genre abusément fort, qui va te permettre de... que tes non-creature spells aient convoke. Tu sais, pour 3 mana, t'aurais ça, un body 3-3 qui dit que tes non-creature spells ont convoke et qu'il y a une tape 4 créatures à la fin de ton tour. Tout le monde dirait que c'est broken. Mais là, tu peux aller chercher ça. Puis en fait, dans un deck qui joue des créatures, ou en tout cas a moyen d'aller chercher les batailles. Tu sais, je dis pas si tu joues un deck Spellslinger puis t'as juste ton commander, peut-être pas. Mais dans le cas où est-ce que t'as des créatures pour attaquer, moi, je trouve que les batailles sont excellentes. Invasion of Zendikar, pour moi, c'est le meilleur remplacement de toutes les Explosive Vegetation de ce monde. Parce que dès qu'il rentre en jeu, tu fais chier 2 terrains tape. Puis après ça, tu as moyen d'aller chercher un mana supplémentaire en allant connecter dedans. Puis pour moi, c'est pas assez des montants importants que je me dis j'ai perdu 4 dégâts ou 5 dégâts dans un adversaire. Ma game est finie, puis ça va me faire en sorte que je vais perdre. Au contraire, je trouve que ça va t'apporter encore plus d'explosivité. Fait que pour moi, les cartes, genre... Un des premiers types de cartes que je vais voir dès que je me fais un deck, c'est est-ce que je peux rentrer une bataille dans mon deck, parce que je trouve ça vraiment cool et vraiment puissant aussi. Est-ce qu'il y a des synergies que je peux aller chercher? C'est difficile, tu vois, pour moi de trouver des arguments à part du fait que j'aime pas trop les cartes et franchement, je pense que je vais te faire plaisir après, Jerry. Je vais aller toutes me les relire, me poser devant mes decks, voilà. Je vais être là, mais je trouve que la plupart des batailles sont juste mignonnes, tu vois. Et il y a beaucoup de sorts qui font pas forcément pareil, parce que
faut quand même dire qu'elles ont le plus d'être assez polyvalentes, tu vois. Ce qui est cool, ce que je respecte, c'est que vraiment, t'as la face A qui fait tel effet et la face B qui va faire un truc complètement différent. Et avoir, tu vois, des cartouches un peu polyvalentes comme ça dans un deck, c'est toujours agréable. Encore plus sur une seule et même carte, genre c'est juste trop bien. Ouais. Là, ça devient croquant, là. Ouais. Fait que la prochaine carte que justement je vais parler en disant que je trouve ça moyen / un peu mauvais puis que c'est un gros hot take, c'est Black Market Connection. Pour moi, Black Market Connection, c'est un Friction Arena légèrement sur le crack. Mais est-ce que tu veux jouer Friction Arena dans ton deck? La réponse est souvent non. Oui, il va t'octroyer, comme dans ta vidéo que tu le disais, plusieurs choses que ton deck veut, donc des bodies à sacrifier dans ton deck Blood Avatar. Il va t'octroyer de la pioche et du ramp parce qu'il donne un trésor. Mais tu te mets à chaque fois que tu fais ça à payer 6 points de vie. Tu sais, oui, il y a l'aspect modulable que, mettons, tu peux dire je crée juste le trésor puis la carte, puis ça me fait perdre 3 de vie. Mais c'est que généralement que c'est le genre de carte que tu vas perdre tes HP, dès que tu la joues. Puis là, à un moment donné, t'es tombé tellement bas que c'est facile pour les autres d'aller chercher de reacher à te tuer parce que t'as perdu à coup de 6 ou à coup de 3 HP, plus tes autres effets, mettons, des lanes que t'as joué qui te faisaient perdre la vie ou juste des effets de cartes, peu importe. Fait que c'est difficile des fois de te tuer, ça va être facile de te tuer à distance ou même en combat quand au début de la partie t'as réussi à jouer Black Market Connection. Puis là je parle quand que justement t'as réussi à jouer en début de partie parce que le gros défaut de la carte ou de ce genre de carte là, c'est qu'elle ne t'offre que de la synergie, pas de la synergie mais du pouvoir, de la puissance lorsqu'elle est jouée en début de partie. Si tu la poses en tour 3, elle va être active en tour 4. Puis là, si mettons elle dure toute la partie, elle va durer tour 4, 5, 6, 7. Elle t'a offert peut-être 4 ou 5 triggers si elle n'a pas été détruite. Puis tu sais, il va arriver souvent des board wipes ou du removal en Commander. Fait que peut-être que ça va être détruit. Mais ça, c'est si elle est posée au tour 3, on curve. Mais si elle est posée au tour 5, au tour 6, au tour 7, ou qu'elle est dans ta main, tu la pioches, la carte devient vraiment comme un Friction Arena, très nul, très inutile. Mais pour moi, le payoff qu'elle t'offre de t'offrir 3 trucs différents, ça vaut pas à... Si je la top deck plus tard, elle m'offre rien. Ouais, bah, ils sont très bons tes arguments. Moi, même si j'ai pas mal de choses à contrebalancer, cette carte, en fait, je tiens à préciser, je la vois pas, même si c'est une carte que j'adore, parce que comme tu dis, voilà, elle remplit plusieurs missions entre pioche, rampe et faire du board. Voilà, sur une seule carte, on a vraiment un truc qui travaille, quoi, tu vois. Par contre, je la considère pas non plus comme une très bonne carte, tu vois. Pour moi, c'est une carte que j'ai envie d'inclure dans beaucoup de decks, mais un petit peu à l'image de, typiquement, un caillou. Un caillou, quand tu y penses, t'es hyper heureux de l'avoir en main de départ. Tu le pioches en tour 6, 7, 8, tu fais un peu plus la gueule, tu vois. Et en fait, il y a cette expression que j'aime bien, tu sais, pour qualifier certaines cartes, c'est des cartes un peu légumes, tu vois, vegetables. Ouais. Et ben, Black Market Connection, je vois ça comme un légume, parce que ton deck a besoin de viande, hein, les grosses cartes, mais il a aussi besoin de légumes. Ouais. Des cartes qui vont te fluidifier ton plan de jeu, te donner accès à des cartes, du mana, etc. Et ce que j'adore, c'est que sur une carte légume, on a du mana et de la pioche. Déjà, rien que ça, je trouve ça génial. Et puis, il s'avère que ce body qu'elle peut créer au prix de pas mal de points de vie, effectivement, mais ce body, je le trouve hyper important. Déjà, si tu joues un deck tribal, alors la carte devient juste géniale parce qu'elle te crée un changelin. Moi, je la joue dans un jeu zombie. Je compte la jouer aussi dans un jeu party qui a en fait besoin de plusieurs types de créatures pour fonctionner. C'est Nalia Derniz. Si tu joues un deck sacrifice, pareil, ce body, tu vas pouvoir t'en servir. Tu peux aussi t'en servir comme bloqueur, par exemple. Je pense que c'est vraiment l'aspect de perdre autant d'HP qui, moi, me dérange. Parce que tu veux tout le temps comme maxer ta value, puis dès que t'es rendu à, mettons, y aller pour l'effet qui coûte le moins d'HP, te créer un trésor, ça devient comme très mauvais parce que c'est faux. Je suis pas sûr que c'est faux de dire que, mettons, là, tu joues tour 3, du tour 4 jusqu'au tour 7-8, tu vas faire les 3 effets à chaque fois, puis rester à des points de vie qui te permettent de gagner la game. Mm-hmm. Puis je comprends l'aspect de, ah ben, il y a beaucoup de cartes que si tu pioches late game, c'est pas bon, mais c'est que moi je trouve que dès que c'est comme dépasser sa curve, ça devient un peu moins bon parce que les cailloux, dès que c'est dépassé ta curve, tu vas pouvoir les utiliser pour jouer autre chose. De mettons, j'ai 4 mana, je joue un caillou à 2, puis là, il me reste encore
3 mana pour jouer un autre truc. Là, ta connexion au marché noir, ta Black Market Connection, tu peux pas la curver avec d'autres choses aussi facilement, mettons, que un mana rock à 2, que il te coûte juste un mana pendant ton tour, si pioché plus tard. Yes. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. L'argument des points de vie, je l'entends. Je t'avoue que généralement, quand tu utilises cette carte, la première activation, tu vas payer les 6, parce que ça fait juste trop de bien. Et à partir de la première activation à 6, tu deviens plus raisonnable. 50% du temps, tu vas juste perdre 1 pour faire ton trésor. J'ai le goût de payer 3 pour, au final, faire une activation de ça, puis après ça, pouvoir juste me faire un trésor par tour. Je le sais pas. Je pense que on a fait le tour et t'as quand même un bon point par rapport à la perte de points de vie. Attention quand même quand vous intégrez, si vous intégrez cette carte dans vos decks, il y a des moments où ça peut se retourner contre vous carrément. Je suis d'accord avec ça. Alors ouais, on parlait de hot take là vraiment ceux qui vont me découvrir sur cette vidéo, ils vont se dire mais c'est qui cette fraude en fait? Ouais, les deux prochaines cartes, attention messieurs dames, cadeau généreux et réveiller la bête. Voilà. Ouais. Black Market Connection, c'était hot take de mon côté, mais là t'es allé dans le encore plus deep dans le hot take. Ouais, non là j'ai les mains qui brûlent. Si on avait fait cette vidéo il y a un an et demi, j'en aurais pas parlé parce qu'elles étaient littéralement dans mes decks blancs et mes decks verts. Tous. Absolument tous. Désormais, c'est des cartes que je considère... Alors, je les considère toujours fortes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Flinguer n'importe quel permanent en jeu, pas de souci. Je pense que le fait que ces cartes ne se contentent que de détruire le permanent et ne l'exilent pas, je trouve que c'est pas grave. Je pense que ce qui me dérange le plus avec ces cartes, c'est leur coût. 3 mana. Pourquoi ça me dérange? En fait, tout simplement parce que quand à force de monter les decks et puis aussi à force de jouer, je me rends compte que parfois investir 3 mana simplement pour flinguer un truc, c'est pas si ouf. Typiquement, pour vous donner des exemples concrets, désormais, mes sorts d'interaction, ça va être simplement des sorts qui vont coûter 1 ou 2. Du style retour au pays. Retour au pays, certes, c'est moins versatile, ça va simplement exiler une créature, mais ça coûte que 1. Garder 1 mana sur un tour, c'est tranquille, tu vois. Typiquement à 2, je vais jouer, je sais pas, des contre-sorts, des trucs du style trophée de l'assassin, je sais pas. Pour moi, j'ai un peu une barrière mentale où je me dis, si je dois investir 3 dans un sort, n'importe lequel, il faut que ce soit un truc proactivement fort, tu vois. Moi, si je commence à jouer des sorts pour interagir avec mes adversaires qui doivent coûter 3 ou plus, je veux absolument que ce soit un sort d'interaction sur une créature. Je trouve ça, moi qui construis beaucoup de jeux très créatureux, et je pense que tu me contrediras pas là-dessus, les jeux créatures, c'est quand même... c'est la vie. Voilà, c'est ce que j'adore. Tout le monde joue des créatures. Ouais, tout le monde adore jouer avec des créatures. Et typiquement, si tu joues un deck très créatureux et que tu as accès à du vert ou à du blanc, tu peux trouver de meilleures solutions qui vont coûter 3, 4, 5 mana, peu importe, mais qui vont être sur une créature et qui va donc synergiser concrètement avec ce que veut faire ton deck. Ce que je veux dire, c'est que quand j'investis beaucoup de mana dans un truc, j'ai envie que ce soit très synergique, soit que ça fasse plus que du 1 pour 1. Parce qu'au final, tu gères juste une menace. Pour prendre un exemple, je pense que j'ai plus de respect pour un sort comme Soul Shatter. En français, je l'ai pas le nom, mais Soul Shatter, c'est... pour 3... Soul Shatter. Soul Shatter, ouais, excuse-moi pour l'accent. Mais voilà. Je vais être honnête, j'ai pas compris ce que t'avais dit au début. Ouais, j'ai du respect pour Soul Shatter, voilà. Mais voilà, j'ai plus de Soul Shatter. Voilà, j'ai plus de respect pour cette carte parce que, voilà, certes, c'est pas ciblé, mais ça va faire chier mes 3 adversaires. Ok. C'est ça ta réponse? Ok. Je comprends. Non. Fin de la vidéo. On check toutes les batailles ensemble, puis on check. Non, mais... Ok, moi je t'allais regarder, mettons, mon deck mono blanc, God of Tuna Ketra, qui est un deck très créatureux, puis qui veut jouer beaucoup de créatures. Et dans le deck, je joue 43 bébites, donc 43 créatures. Et dans mon deck, j'ai 2 removals à 3 mana, qui sont très versatiles. J'ai Generous Gift et Excise the Imperfect. Excise qui d'ailleurs, excellente carte. Mon take là-dessus, c'est, même si tu as un deck très créatureux, puis mon ami justement que je référais tantôt, qui joue Carador, est très d'accord avec moi. Dans ce deck Carador, il joue une quantité incroyable de créatures, ok?
Mais c'est que le problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas juste te limiter à jouer 100% des créatures, parce que qu'est-ce qui va te manquer au final, c'est de l'interaction sur le stack. Tu sais, mon Generous Gift, je l'aime, parce que je peux le garder en main, et si quelqu'un joue une Bolas Citadelle, si quelqu'un joue, je sais pas moi, un sac athlète qui fait du mana, le Friction Altar ou Ashnod Altar, j'ai la réponse immédiatement pour détruire son truc, puis il peut pas commencer à value ça pendant son tour et là faire des dingueries. Si j'avais, mettons, une Lauren of the Third Path ou un Reclamation Sage, j'aurais pas pu gérer ça, puis on s'entend, c'est le genre de cartes qui sont tellement impactantes que des fois, en un tour de table, comme ça l'arrive, puis il fallait que tu interagisses live parce que sinon, c'est déjà il y a trop tard. trop de value qui s'est faite, puis il est déjà trop tard, exactement. Fait que ma philosophie, c'est je vais essayer dans l'absolu de le plus interagir ou de plus faire mes légumes avec ma synergie. Donc là, par exemple, avec des créatures dans ce deck-là. Genre, c'est juste trop important de pouvoir gérer quelque chose, genre, dernière seconde. Tu sais, quelqu'un joue une créature avec haste, mettons, je sais pas moi, un Ancient Gold Dragon ou quelque chose, ou whatever, puis ça va lui faire gagner la game immédiatement avec son Dragon Tempest. J'ai le goût de pouvoir 3 mana détruire son Dragon Tempest, parce que sinon, ça nous fait littéralement perdre la game. C'est vraiment la versatilité de la carte qui l'emporte ici sur l'efficacité à 0-1-2 mana de tes cartes. Je te rejoins complètement. Je rebondis juste sur un point. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je pense que de toute manière, toi, tu m'as compris, mais je préfère clarifier ça. Je suis pas en train de dire jouez pas d'éphémère ou d'instant. C'est pas l'objectif. Je suis pas en train de dire toute votre interaction doit être sur des créatures. Toute votre interaction doit forcément synergiser avec votre deck. Simplement. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Retour au pays tout à l'heure. Retour au pays coûte un seul mana. Simplement, moi, mon interaction éphémère, j'apporte un gros point d'honneur à ce qu'elle soit vraiment pas chère, pour que mon tour ne soit pas trop impacté par le fait de devoir juste garder du mana open pour répondre à une éventuelle menace qui peut-être n'arrivera pas, tu vois. Là où garder 3 mana sur un tour de table et il se passe rien, tu l'as un peu dans l'os. Alors que garder 1-2 mana, je trouve que ce 1 ou 2 mana de différence, il fait vraiment la différence. Je pense que quand je me garde le mana ouvert, mettons mon 3 mana ouvert, mettons du Generous Gift, c'est un tour où est-ce que je me dis, hey, on arrive en late game, il y a déjà des menaces sur la table que j'aurais envie de détruire, mais si jamais il y a de quoi de pire qui sort, ben j'ai l'option, puis si jamais ça n'arrive pas, ben je vais juste à ce moment-là threat assessment, est-ce que il y a quelque chose sur la table qui mérite d'être détruit, puis souvent la réponse c'est oui. Genre je vais détruire cette créature-là ou cet artefact enchantement-là pendant son tour parce que c'est trop menaçant, puis là, après ça revient à moi, puis genre au moins j'ai pas perdu mon 3 mana comme mettons un contre-sort qui serait juste là pour protéger mon terrain ou enlever une win-con de quelqu'un. Très bonne remarque, très bonne analyse. Je pense qu'on a fait le tour et au final, je sais pas si on est plus ou moins d'accord, mais encore une fois, c'est plus les visions de jeu et de deck builder qui s'affrontent plutôt que la vision sur la carte en elle-même, tu vois, qui est évidemment géniale. Enfin, je suis pas en train de vous dire qu'il faut couper cadeau généreux de vos decks. C'est absolument pas l'objectif, quoi. Ok, fait qu'on va continuer avec Ash Barrens. Je sais que c'est une carte que c'est quasiment un staple pour toi dans tes decks. 2 couleurs et plus, j'imagine, pour justement te fixer. Tu peux la défausser au cimetière pour aller chercher un basic land en main, puis après ça le jouer pour le tour. Ou I guess que dans certains scénarios, si tu as besoin absolument du mana, tu peux la jouer comme terrain. Ce que j'aime pas avec la carte, c'est que tant qu'à jouer Lande Cendreuse, j'aime autant mieux jouer un Dual Land, donc un land qui va taper pour 2 couleurs puis qui va rentrer engagé. Que ce soit une Gate, que ce soit la Gain Life Land à la limite, un Scry Land. Je trouve qu'il y a beaucoup de lands budget qui ont apparu désormais puis qu'on peut jouer à la place de ça pour juste que ton deck fonctionne, que tu aies tes couleurs sans nécessairement te forcer d'aller chercher un Basic Land dans ton deck puis qu'après ça tu sois limité à seulement que ton land tape pour une seule couleur. Puis en plus, il y a plein d'MDFC aussi que je me dis que ça pourrait être remplacé par cette laine-là. Je sais que toi, c'est une option de budget, mais en tout cas, moi, c'est un peu ça mon take de départ sur la carte. Ouais, c'est important de préciser. Je suis complètement d'accord avec ceux qui me diraient « Ouais, mais c'est nul si tu veux optimiser ta mana base. » Effectivement, moi, j'aime bien me fixer une certaine limite au niveau budget quand je construis un deck. Donc, la mana base doit y passer, forcément. Ash Barrens, donc Lande Cendreuse...
que j'ai envie de dire, premièrement, c'est que, qu'on le veuille ou non, que tu joues 3, 4, 5 couleurs, ça va toujours aller te chercher la colorité qu'il te faut, en fait. Déjà, premièrement, ça c'est important. Ensuite, ça c'est un petit détail, mais je trouve que ça a son importance, c'est quand tu le recycles, une carte qui va au cimetière. Tu as des stratégies qui vont pouvoir soit, par exemple la fouille, utiliser tous ces petits terrains qui tombent à la poubelle. Tu as des stratégies qui vont pouvoir, par exemple en blanc, réanimer des terrains. En vert, j'en parle même pas. Ça peut avoir une sorte de micro-synergie, une petite importance supplémentaire. Mais surtout, tu vois, tu fais bien de comparer, par exemple, avec les Dual Land qui arrivent engagés, qui sont aussi des options budget très intéressantes. Ces terrains-là, ce sont des terrains qui arriveront toujours engagés. Tu as quelques rares exceptions avec les Tangolands, si je dis pas de bêtises, qui sont disponibles et qui arrivent dégagés si tu contrôles suffisamment de basiques. Mais d'ailleurs, Ash Barrens va te chercher des basiques, donc ça peut être intéressant de jouer les deux dans ces cas-là, parce que tu as pas mal de lands qui arrivent dégagés si tu contrôles tel ou suffisamment de basiques. Mais surtout, ce que j'aime, en fait, c'est que Ash Barrens, en fin de partie, normalement, quand tu es aux alentours du tour 5, 6, tes colorités, elles sont fixées. Normalement, t'es bien. Et ben dans ces cas-là, imagine que tu top deck Ash Barrens, et ben c'est un terrain qui arrive dégagé, que tu peux utiliser tout de suite. J'ai une comparaison un petit peu... je trouve que c'est littéralement, quasiment la même situation. C'est avec les fetch, les nouveaux fetch d'MH3, tu sais. Ouais, je sais que t'es bien chaud sur eux, là. Honnêtement, je les ai pas encore rachetés dans des decks, mais je sais qu'ils ont quand même une petite utilité. Slash, ils peuvent être intéressants dans les decks 3 couleurs budget, là. Ouais, carrément. Ils ont une capacité de se recycler, mais franchement, moi, cette capacité de se recycler, je l'ai jamais utilisée parce qu'elle coûte 3, donc c'est vraiment trop cher. Mais par contre, soit tu les joues en début de partie, tu les craques tout de suite pour aller chercher ton basique et fixer tes couleurs, soit en fin de partie. Je trouve que c'est vraiment très fort le fait que ce soit potentiellement soit d'un côté quelque chose pour fixer ta couleur sur le moment, soit de l'autre côté quelque chose qui arrive dégagé à un moment où tu sais, t'as des situations où voilà, il faut que tu utilises tous tes manas pour faire un gros play. Et ben voilà, Ash Barrens, ça arrive dégagé. Encore une fois, en fin de partie, à un moment où normalement tes couleurs, en fait, elles sont fixées, quoi. Elles sont Gucci, comme on dit. Ouais, mais la différence, c'est que selon moi, les trilanes que tu parles live, ceux qui vont chercher des lanes comme ça, c'est infiniment meilleur selon moi que Ash Barrens. Tu peux le poser. Et après ça, t'as l'option. Une fois que t'as posé Ash Barrens, t'as plus l'option de te fixer. Puis, il peut t'offrir du mana tout de suite et plus tard te coloriser. Et en plus, t'as l'option de pouvoir juste, si t'as trop de laine en main ou genre t'es rendu à top deck, tu peux le défausser pour piocher une carte. Mais ça, on s'entend que justement, il est meilleur. Mais on dirait que moi, j'ai une trop grosse densité de laine utilitaire ou premium, ou juste dual land que j'ai envie de jouer, même dans des decks budget, mettons mon deck Balmor. Puis Balmor, c'est un deck qui joue des cartes qui ont la fouille, comme Treasure Cruise puis Dig Through Time. Même dans mon deck Balmor, que c'est un deck qui est capé à 50$, je ne joue pas Ash Barrens, puis je me verrais mal jouer Ash Barrens parce que j'ai vraiment besoin... J'ai des Goblin Electromancer dans le deck qui vont réduire mes sorts, puis souvent j'ai besoin de mes couleurs, genre absolument. J'aime bien avoir un land qui va avoir l'option de me taper soit pour du rouge ou pour du bleu. Mais comme c'est que si je joue l'Ash Barrens en début de game pour justement avoir mon land qui va rentrer de table parce qu'en guillemets, je paye un mana pour aller le jouer, ben le problème avec ça, c'est que cette lane va juste taper pour cette couleur-là pour le reste de la partie. Fait que si je suis une montagne, ben je suis rendu là juste pouvoir taper pour du rouge pour le reste de la game. Tandis que si ça avait été, mettons, je dis n'importe quoi, mais dans mon deck, je joue Restless Spire, c'est un dual land qui rentre table et qui se permet d'être animé en créature. Ben j'ai l'option qui tape pour du bleu ou du rouge pour tout le reste de la partie. Et plus tard, une petite habilité cool en plus. Mais tu sais, moi dans mes decks, je suis un gars qui joue beaucoup de MDFC. J'adore les MDFC, j'en raffole. Puis je trouve que jouer une MDFC over ça, je trouve ça meilleur parce que ça a plus... Le coût d'opportunité est meilleur, puis il y a plus de... Genre... Il va juste avoir plus d'utilité dans ton deck que la micro-synergie des... de late game. De pouvoir, pas de late game, mais je veux dire de pouvoir le ramener du cimetière ou que ce soit une carte dans ton cimetière. Je trouve que la carte descend beaucoup en power level. Pas qu'elle descend beaucoup en power level, mais juste qu'elle est juste moins bonne à cette heure, qu'on a beaucoup de laines qui ont été imprimées dans le format, puis que je veux tout faire avec ma lane base, genre.
te rejoins carrément par rapport aux colorités, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui est difficile à expliquer, mais tu as des decks qui vont plus utiliser les couleurs que d'autres. J'ai cet exemple, par exemple, dans Kaysar. Ce deck-là, bon, je joue Ash Barrens quand même, mais c'est vraiment un deck qui a besoin de beaucoup de couleurs parce qu'il joue beaucoup de sorts multicolores, par exemple. Toi, j'imagine que dans ton Balmor, bah voilà, étant donné que tu payes rarement du colorless, bah voilà, il te faut des vraies sources colorées pour les payer. Ça, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins un peu moins dans le fait de dire que tu peux couper Ash Barrens par un MDFC, dans le sens où bah, les MDFC, c'est des terrains qui font juste une couleur, tu vois. On a quelques-uns qui deux couleurs. qui en font 2 désormais. Mais personnellement, je les joue et je joue quand même Ash Barrens parce que, tu vois, par rapport à la comparaison de tout à l'heure avec les fetch de MH3, en fait, tu vois, pour le coup, eux, je les ai rentrés dans tous mes decks et vraiment, je les joue tout le temps. En fait, il faut vraiment se dire que ces terrains, soit tu les as en début de partie, tu les craques pour aller chercher ta couleur, soit tu les joues en fin de partie et c'est des terrains dégagés. Mais franchement, si demain il y a un joueur qui a pas beaucoup de moyens financiers ou qui veut juste se limiter sur son budget pour monter un deck, Ash Barrens, c'est surtout à partir de 3-4 couleurs. 3 couleurs, vraiment, je trouve que le land est juste trop bien à partir du moment où t'as pas beaucoup de moyens. Ouais, moi c'est le contraire en plus. Moi je le vois mieux dans un deck 2 couleurs, puis même là je suis pas chaud, qu'un deck 3 couleurs, ben je me dis, en 3 couleurs t'as encore plus besoin de tes dual land, parce que justement, ton deck demande des couleurs, puis si tu joues beaucoup de basic, ou si tu joues beaucoup de land qui vont taper seulement pour une couleur, c'est là que ça devient comme problématique, puis le fait que la Ash Barrens, tu veux souvent la recycler en début de partie, ben tu sauras pas nécessairement ce que ta main demande, ou peut-être que finalement tu vas avoir besoin de plus de couleurs, ou... Fait que je vais préférer jouer genre des dual lands qui vont taper pour n'importe quelle couleur, qui vont rentrer tap. Ouais, vous direz en commentaire ce que vous en pensez. Team Ash Barrens dans les commentaires. écrivez, nous détestons Ash Barrens et nous aimons les deux personnages qui parlent en ce moment. Prochaine carte, c'était à toi de parler d'une de mes cartes que j'adore. Ouais, c'est une carte que t'aimes bien et vraiment autant jusqu'ici on a peut-être parlé de cartes comment dirais-je, qu'on respecte dans le sens où tu vois on parle d'elle, on se dit ouais bon c'est moyen, ouais bon c'est bon mais pas dans tel deck, etc. Là tu vois c'est une carte, j'arrive pas à me visualiser la puissance de cette carte, c'est Elesh-Norn tout court. Elle a... voilà, attention. Voilà, c'est Elesh-Norn tout court. On va l'appeler Elesh-Norn Saga. Cette Elesh-Norn, en fait, j'ai beau la regarder, elle me fait pas voyager, tu vois. Elle me fait pas voyager au pays des prétors. Je pense même que c'est pas une vraie prétor, cette Elesh-Norn là. Yeah, but like, hot take. Non, en vrai, je dirais juste que bon, je l'ai pas vu des tonnes de fois. J'ai un copain qui a un deck Phyrexian et les rares fois où il l'a joué, elle m'a pas fait voyager, comme je te dis, elle m'a pas impressionné tant que ça. T'en parleras mieux que moi, mais je pars du principe que voilà, c'est quand même une bête à 4 mana. 4 mana, ça commence voilà, à faire, hein, ce que je disais tout à l'heure, quand tu commences à investir du mana dans tes cartes, tu t'attends sûrement à un retour sur investissement rapide, concret. Elesh-Norn, je la vois principalement comme une carte défensive, tu vois. Et je pense que mentalement, j'ai du mal avec des cartes qui sont surtout là pour être défensives. Ouais. Je suis pas un grand fan de Fog, je suis pas un grand fan de cartes qui vont empêcher les autres de t'attaquer ou les taxer pour t'attaquer. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais Elesh-Norn, voilà, je la vois vraiment comme ce genre de pièce défensive. Et 4 mana, la pièce de défense, ouais, je sais pas, je pense que le joueur qui aime bien mettre des claques qui est en moi, pour 4 mana, il veut vraiment poser une bête un peu plus impressionnante, en fait, tout simplement. Monarque, je t'entends et je recueille tes propos. Et je comprends que t'es le joueur un peu aggro dans ton playgroup ou qui aime ça, mettre des tafs. Si t'aimes pas ça, connecter dans des battles parce que tu veux push 5 dégâts de plus dans la face de ton adversaire. Écoute, Elesh-Norn est faite pour toi. Écoute-moi. Elesh-Norn, tu disais qu'elle était juste bonne défensivement.
Mais pour moi, c'est une pièce qui est autant bonne de manière offensive que défensive. Et pour moi, 4 de mana, une bombe à 4 de mana, je me dis, wow! Tu sais, on joue Terror of the Peak en se disant que c'est une bombe, ça coûte 1 mana de plus. Là, le champ va peut-être pas être le power level de Terror of the Peak, mais dans les decks très. Qui vont aller wide, qui vont jouer beaucoup de jetons, ou qui vont juste générer beaucoup de créatures. Et l'échelon est excellente. Parce que en plus d'être bonne à la défense, parce que tu peux décider de pas bloquer, mettons, les créatures ennemies pour que ça lui impose de devoir perdre la vie ou de payer 1. En plus de ça, si tu attaques avec tes créatures, l'adversaire va être forcé de soit se prendre le damage ou de bloquer et ainsi d'infliger du dégât à tes créatures, ce qui va lui octroyer justement l'espèce de coût de payer de la vie ou de payer du mana. Puis tu veux pas te mettre à payer du mana pour pas perdre des shots de 2 HP, fait que souvent ils vont perdre des HP puis ça va très vite réduire les points de vie adverses. Puis ça, on parle juste de son côté face, mais elle a aussi un backside en plus si jamais ça te tente. Pour 3 mana, tu sacs 3 créatures, tu l'exiles, et là après ça, ça va créer déjà 5 2-2, qui sont des artefacts creatures. Le tour d'après, toute ta team gagne +1/+1 double strike, et le tour d'après, ça détruit tout sauf les jetons que tu viens de créer justement, et tu regagnes Elesh Norn, tu es tout seul à avoir du terrain. Tu sais, je dis pas que j'ajouterais juste pour cet effet-là, mais je trouve que c'est un cool added bonus de me dire, je me crée du board into, j'ai une win-con d'avoir +1/+1 double strike sur mon équipe. Ça peut clairement avoir des scénarios où est-ce que ça clutch puis ça te fait gagner la partie. Mais juste le côté face, pas juste au combat damage, mais aussi si l'adversaire a un Goblin Bombardment, si l'adversaire joue Pure Foros, si l'adversaire joue un Blasphemous Act. Il y a plein d'espèces de scénarios comme ça où ce que tu joues contre Rouge, un Impact Tremors, où est-ce qu'il va avoir du dégât en non-combat qui va être infligé à toi ou à tes permanents, puis que l'échelon va se mettre à trigger plein de fois. Je sais pas, je me dis la carte a tellement de petites sub-synergies, elle est bonne autant offensivement que défensivement, et elle a un backside qui est à ne pas, comment vous dites, à ne pas lancer des cantons, des hannetons, à ne pas lâcher des hannetons. Pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons, exactement. En vrai, je pense que j'ai pas suffisamment considéré le fait que la carte pouvait être utile offensivement aussi, dans le sens où si t'attaques, si t'as 10 petites 1-1 et que tu attaques avec, le mec sera pas forcément enclin à bloquer. Je pense que c'est une carte qu'il faudrait que je vois jouer plus souvent. Tu vois, je me demande est-ce que voilà, si quand tu joues aggro, t'as vraiment envie de jouer ça ou plutôt des trucs qui vont booster ta team, leur donner un bonus de force, de leur donner le piétinement, ce genre de trucs, tu vois. Il y a un truc quand même que j'aime pas chez ces prétors, corrige-moi si je me trompe, mais si t'essaies de les flip, quelqu'un peut répondre et flinguer le prétor et dans ce cas-là, tu l'as dans l'os. Tout à fait. Ça, c'est un truc qui, en fait, ça se voit venir, tu vois. Le côté flipper le prétor en saga, c'est un truc qui se voit vachement venir. Généralement, les gens vont garder un peu de mana ouvert pour pouvoir y répondre, tu vois. C'est la plupart de ces prétors, tu vois, ils me font pas trop rêver, tu vois. C'est pas un constat qui se calque juste sur Elesh Norn. Le Vorinclex, par exemple, je trouve qu'il est assez mid. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on a bien disséqué cette carte. T'avais peut-être quelque chose à rajouter sur elle? Non, du tout. J'avais pas mal fait le tour, puis j'étais très excité en fait de passer à notre dernière carte en fait. La dernière carte? En vrai, je pense qu'elle est dans l'esprit, elle est vachement comment dire, comparable, dans le sens où c'est une carte qui il faut l'avoir jouée pour pour l'apprécier. Ouais. Vas-y, je te laisse. Ouais. Tu me laisses les honneurs. Je te laisse les honneurs, évidemment. On va parler d'une carte que tu as abordée dans tes meilleurs Planeswalkers du format. Ouais. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Selon moi, le Planeswalker ultime en termes de défense, c'est... Puis la carte, c'est Teyo, tacticien géométrique. Donc, juste expliquer la carte vite parce que c'est pas une carte qu'on voit souvent parce que justement elle est pas bonne. Non, c'est pas vrai. 3 mana, 3 de loyauté. Quand il rentre en jeu, tu vas tout de suite te créer un mur 0-4 Defender et avec Flying. Son +1, toi et un adversaire, vous piochez un. Son -2, tu choisis gauche ou droite. Et jusqu'à ton prochain tour, chaque joueur peut uniquement attaquer l'adversaire le plus proche dans la dernière direction choisie et les Planeswalkers contrôlés par cet adversaire. Donc tu choisis un peu comme comment est-ce que le combat va se déterminer. Si un joueur qui a pas beaucoup de créatures à ta gauche ou à ta droite, ben là tu peux choisir que ce joueur-là peut juste attaquer, comme ça tu gardes tes Planeswalkers. Parce que dans la vidéo tu expliquais justement que c'était un très bon Planeswalker dans les decks Super Friends, donc les decks de Planeswalker. Et après ça tu peux commencer à piocher un peu de cartes avec quelqu'un qui en a pas besoin. Puis en plus il te crée un petit mur pour bloquer tes Planeswalkers. En fait je vais te laisser commencer
Parce que j'ai pas 150 000 arguments, puis j'ai pas envie de le balancer tout de suite, fait que je te laisse commencer à défendre un peu la carte. Ouais, alors encore une fois, pour le coup, c'est une carte performante dans un type de deck très précis, c'est les decks qui ont quelque chose à défendre. Typiquement, un deck Planeswalker, ça a quelque chose à défendre, tu veux protéger tes arpenteurs. Et vraiment, je suis très sérieux quand je dis ça, dans un deck Planeswalker, Teio est incroyablement fort. Tu vois, moi quand j'avais commencé à jouer la carte, ça m'arrivait souvent de la jouer on curve, tour 3 ou tour 4, très vite dans la partie. Et puis je faisais son plus. Je disais, hey, t'es chaud de piocher avec moi et en échange tu m'attaques pas. Les gens disaient oui, avec plaisir. Ah, le monde sont. Ça, c'est pas que la carte est bonne, c'est que le monde sont cons. Non, mais tu vois, C'est pas vrai. c'est un Planeswalker, quand tu le lis, il fait pas rêver. Et du coup, Ouais. tu peux trouver des petits pactes avec les autres parce que tu les fais piocher. Ils sont un peu. Je sais pas, ils ont loupé un land drop, bim, tu le fais piocher, le mec il accepte. Et j'arrivais souvent à le faire grossir comme ça. Et puis quand mon champ de bataille est bien établi, hop, je commence à faire son moins pour me protéger des futures attaques. Ce genre de scénario, plus personne n'accepte ce genre de deal. Parce que dans mon playgroup, on en est à un point où quand Teio touche la table, c'est la merde. Genre, il faut le gérer tout de suite. C'est une carte, je vais utiliser son -2. Lorsque, en gros, le champ de bataille est vraiment surchargé, généralement, il va y avoir un joueur plus en avance que les autres. Et en fait, avec Teio, tu pourras toujours te débrouiller pour que ce joueur ne t'attaque pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce joueur qui va ne pas pouvoir t'attaquer, ces grosses bêtes, il va quand même vouloir les envoyer sur d'autres joueurs pour ne pas perdre ses attaques. Surtout que ce joueur lui-même sait qu'un seul joueur ne pourra l'attaquer. Donc en fait, il va juste balancer ses attaquants. Et toi, concrètement, dans ta position, tu as plus qu'un seul joueur dont tu dois te soucier pour protéger tes Planeswalkers. Et généralement, tu as juste à regarder la table, tu vois qui est le plus en avance, qui est le moins en avance, qui est le moins dangereux offensivement, et tu l'empêches. Et en fait, tu vas juste dire au joueur le moins dangereux offensivement, vas-y, attaque-moi au prochain tour si tu veux. D'ailleurs, le mec va rien te faire en fait. On va commencer par se dire, entre toi et moi, que généralement, les decks de Planeswalker, c'est probablement un des archétypes qui a le moins de synergie dans le deck. T'es d'accord avec moi ou pas? Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Mettons un deck de créatures, tu vas vouloir gonfler ton deck de créatures parce qu'ils vont toutes synergiser entre elles. Dès que tu casses une créature, tu fais ci. Dès que tu casses une créature, tu fais ça. Bon. Deck d'artefact, même chose. Deck d'enchantement, même chose. Ok? Planeswalker, c'est l'archétype, je trouve, ou un des archétypes qui a le moins de ce genre de synergie-là. Il n'y a pas de carte vraiment qui dit dès que tu joues un Planeswalker, fais ci. Dès que tu joues un Planeswalker, fais ça. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très très limitées. Puis les cartes les plus impactantes dans ces archétypes-là, souvent, c'est les Vorinclex et les Doubling Season qui font en sorte que tes Planeswalkers peuvent tout de suite ult. Okay? De cette idée-là, part que souvent quand tu veux faire un deck synergique, tu veux mettre une grosse densité de cartes de cet archétype-là dans ton deck pour que justement ça cohésionne et ça synergise. Pour Planeswalker, vu qu'il y a peu de synergie, puis que ton deck est très vulnérable aux attaques, comme pourquoi tu joues Teio justement, tu vas souvent jouer du removal ou même des board wipes, vu que toi, ça va vraiment t'avantager d'avoir un board qui est vide sur la table, vu que les créatures ne pourront pas t'attaquer à moins qu'il y ait la célérité. Donc tes Planeswalkers vont pouvoir commencer à augmenter leur point de vie, augmenter leur loyauté, puis un jour peut-être pouvoir ult. Vu que généralement dans les decks Planeswalker que j'ai vu plus optimal, ils jouaient une petite quantité de Planeswalker qui octroyait vraiment beaucoup d'avantages, qui pouvaient rapidement peut-être créer des bloqueurs, détruire des créatures adverses ou piocher des cartes. Tu vas jouer une petite quantité de ces Planeswalkers-là et te dire que si tu réussis à les jouer avec justement une des pièces qui te fait soit pouvoir les activer 2 fois par tour ou soit qui te permet de justement les faire ulter directement en rentrant, ça te fait gagner la game parce que c'est ta win gun dans le deck. Tout ça pour dire que Teio, dans ces decks-là, je trouve pas qu'il rentre comme dans peut-être tes 10 Planeswalkers que tu veux jouer. Parce que, oui, il t'octroie un bloqueur, puis oui, il te permet pendant un tour de faire en sorte que le monde ne t'attaque pas. Mais dès qu'il t'a fait ça, t'es pogné à devoir juste faire piocher toi et un adversaire. Puis je me dis, tant qu'à jouer Teio, je serais plus du genre à rentrer un board wipe de plus ou un removal de plus qui me permet que choke point, je remove un attaquant qui m'attaque ou juste, hey, regarde, je clear la table, mes Planeswalkers vont pouvoir continuer à grossir. Vu que justement, il y a peu de synergie dans les decks de Planeswalkers, puis je suis pas obligé de jouer 30 Planeswalkers et plus pour que mon deck cohésionne et synergise. À un moment, tu disais,
Ouais, dans un deck Planeswalker, combien de Planeswalker est-ce que tu as envie de jouer? Typiquement, pour moi, le deck Planeswalker, entre guillemets, parfait, je trouve qu'il va plutôt toucher les 18, 20, 22 Arpenteurs, tu vois. Ok. 10, pour moi, un deck Planeswalker avec 10 Planeswalker, c'est pas un deck Planeswalker, tu vois. C'est un deck Planes ou un deck Walker, mais pas un deck Planeswalker, tu vois. Ça va. Mais personnellement, moi, mon nombre d'Arpenteurs, je vais plutôt chercher plus haut. Donc, déjà, effectivement, tu vas souvent jouer 10, 12 Planeswalker très forts, très impactants. Ouais. Solide, là. Voilà, vraiment solide. Je sais pas si Teyo, c'est un Planeswalker vraiment solide, mais c'est on va dire un Planeswalker utilitaire qui te donne vraiment beaucoup de survivabilité. C'est peut-être que tout le monde joue des decks de créatures autour de moi, ou que je vois souvent des decks qui ont des gros boards partout autour de moi, que je me dis que même si je fais l'habilité, oui, je vais me réduire du damage incoming sur mon board, mais même assez, il va quand même avoir beaucoup de créatures qui vont aller vers moi, puis que ça va pas tant être impactant, puis peut-être que t'as des decks moins créatureux chez vous en France, mais moi ici, souvent, le monde a toujours des boards, tout le monde a des boards de dégénérés, là. Je pense, encore une fois, que tu arriveras souvent à trouver un joueur qui a un board un peu moins dégénéré. Et puis, il y a aussi le fait que dans un deck Planeswalker, tu veux te protéger de deux manières. Soit en créant beaucoup de jetons qui vont faire office de mur de défense, soit, comme tu l'as très bien précisé, en rasant la table continuellement. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec cette deuxième solution, c'est que comme tu joues dans Pia. Ouais, voilà, je joue ce Planeswalker dans Pia. Dans Pia, je joue des Vras, mais là, si je veux vraiment optimiser le deck, j'en joue genre 10 des Vras, tu vois. Ouais. Sauf que je pense quand même un peu au bonheur de mes adversaires. Et comme tu le précises, la majorité des gens jouent quand même un minimum avec leurs créatures. Si à tous les tours, tu fais un board wipe, et en plus, toi, t'es le seul à t'amuser parce que t'es le seul à pouvoir augmenter tes habilités. Faire les habilités, tu joues tout seul. En fait, c'est juste trop chiant, tu vois. Et Teyo, je trouve que c'est le bon point d'équilibre entre je me protège, mais je laisse quand même une chance aux autres d'interagir avec mon board, tu vois. Fait écoute, un jour, je jouerai contre Pionalor avec Teyo et je me ferai ramasser en deux avec mon deck de créatures, puis je vais être à gauche de toi. Fait que tu vas choisir de toi pouvoir m'attaquer, puis moi je pourrais pas, puis je vais être en tabarouette. Ouais, mais tu me renverras l'appareil avec Eleschnorn, aucun doute là-dessus. Exact. Ah non. J'offre une mana crypt à tous les gens qui vont dire que j'ai raison à réveiller la bête et cadeau généreux. Aïe. J'offre 2 Jewel Lotus et 1 Dockside Extorsionniste à tous ceux qui me mettent le plus de cartes que moi j'ai raison que ceux du Monarque.